Bienvenue pour une nouvelle édition du journal du lundi au vendredi, 18h, 19h, 22h30 et minuit. Nous faisons le tour de l'actualité. Nous sommes le 21 novembre et aujourd'hui, nous parlerons de ces avocats mobilisés, manifestation à Versailles afin de contester une nouvelle fois le projet de réforme de la profession souhaité par le gouvernement. Inviter les membres du Conseil de développement de Saint-Quentin en Yvelines, cet organe consultatif se prononce à son tour sur l'élargissement de l'agglomération. Les élus interpellés demain samedi lors d'une rencontre annuelle. Et comme chaque vendredi, l'essentiel de la semaine, du maintien en prison de Nabila à l'arrivée de Tanguy de la Motte en Guadeloupe, en passant par le plan hiver du Conseil général. Et on commence par de la politique. L'UMP qui a choisi ses candidats pour les prochaines départementales de mars. Il n'y aura plus que 21 cantons contre 39. Et c'est pour un binôme homme-femme que les électeurs devront se prononcer. On notera sur Saint-Cyr-l'École la présence de Philippe Bennassaya, le maire de Bois d'Arcy, ou encore à Elancourt, celle de Jean-Michel Fourgousse. Il reste encore quelques points à éclaircir malgré tout, comme à Rambouillet, où les discussions se poursuivent avec l'élu sortante Christine Boutin. Un accord a en revanche été déjà conclu avec le centre, avec l'UDI, afin de faire barrage au Front National. Catherine Zulato était ce matin à la séance mensuelle du Conseil général. Voici quelques réactions recueillies. Vous dire sans langue de bois que des accords c'est facile à trouver, moi je vous dis non. Il est clair que notre volonté est de faire un barrage, parce que dans ce pays, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que toutes les formations de gauche ont l'air d'être très diminuées, électoralement parlant. Ça veut dire que si la droite ne s'unit pas avec le centre et si nous ne faisons pas front dès le premier tour, qu'est-ce qui se passe ? Vous ouvrez la porte au Front National, qui n'attend que ça. Il n'en est pas question. Donc on s'organise et on s'est mobilisé pour faire en sorte que, dès le premier tour, dans nos 21 territoires, il y ait des candidats à la fois soutenus, et j'insiste, à la fois soutenus par l'UMP et l'UDI. Autre élection et autre annonce, celle de la candidature du président du Parti chrétien démocrate à la primaire organisée à droite et au centre pour la présidentielle de 2017. Jean-Frédéric Poisson, député de Rambouillet, devrait officialiser son intention dans les prochains jours. Il serait alors opposé à Alain Juppé ou encore Xavier Bertrand et François Fillon. Ce matin, il y avait donc, on le disait, une séance au Conseil général. Parmi les décisions votées, une hausse de 0,7% en 2015 de la taxe de publicité foncière comprise dans les frais de notaire. Le taux des droits de mutation passe de 3,80 à 4,50%. La conséquence des mesures d'austérité du gouvernement, selon les élus, même si cette augmentation qui pourrait rapporter 39 millions d'euros supplémentaires ne seront pas suffisants, précise-t-il. Les avocats, toujours en colère après la grève en milieu de semaine, la manifestation devant la cour d'appel de Versailles ce vendredi. Les représentants des 11 barreaux d'Île-de-France, la réforme de la profession est envisagée par l'État et elle ne passe décidément pas. Mélanie Poquet et William L. Chers confrères, ce moment est un moment historique pour notre profession puisqu'à Versailles est rassemblée aujourd'hui la quasi-totalité des barreaux d'Île-de-France. Nanterre, Versailles, Chartres, Essonne, Val-de-Marne ou encore Pontoise, la plupart des avocats des barreaux d'Île-de-France a fait le déplacement ce matin. En ligne de mire, la réforme Macron et la création d'un statut d'avocat d'entreprise et l'introduction de capitaux. Ce que les avocats voient comme une perte d'indépendance de leur profession. On a le sentiment de ne pas être entendu, effectivement. Quand on a un ministre de l'économie qui légifère pour la justice, c'est vrai que c'est quand même... C'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous. Il n'est pas dans l'habitude des avocats de faire grève. Un avocat, ça travaille 70 heures par semaine. C'est pas son style de vie que de faire grève. On n'est pas là pour battre le pavé. On est là pour plaider, on est là pour défendre. Si on l'a fait, c'est vraiment parce qu'on avait le sentiment que le justiciable était au cœur réel du problème. Alors pour se faire entendre, une semaine d'action a été faite. Cette manifestation intervient après une grève et plusieurs suspensions d'audience. Puisque comme les avocats demandaient les renvois, qu'il n'y avait pas d'avocats, des magistrats dignes de ce nom n'ont pas voulu prendre les dossiers. Donc ça veut dire que pendant 48 heures cette semaine, il n'y a pas eu de justice dans la quasi-totalité de la France. Nous avons constaté que nous avions un accueil favorable de très hauts magistrats. Et ce qui est un véritable malheur dans ce pays, c'est que ces hauts magistrats ne sont même pas consultés sur cette réforme. Les avocats ne comptent pas s'arrêter là. La mobilisation devrait continuer la semaine prochaine s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Demain, samedi, 11e rencontre élue Codeski, nouvelle donne territoriale, nouveau défi pour Saint-Quentin en Yvelines, c'est le thème. Et pour en parler, Yves Londechamp, président du Codeski, bonjour. Bonjour. Et Henri Pessard aussi, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes membre du Codeski également. On va déjà repréciser ce qu'est cet organe consultatif, c'est un conseil en développement. Je vous laisse redonner un petit peu les grandes lignes du Codeski. Oui.
c'est le conseil de développement au sens du développement de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est une institution qui est nommée par les élus, constituée de membres bénévoles qui appartiennent aux milieux sociaux, économiques, associatifs du territoire et dont la mission est de poursuivre une réflexion sur le devenir de l'agglomération du point de vue un petit peu des citoyens, des habitants et donc des milieux cités pour faire des propositions aux élus et donner leur réflexion. Véritablement, c'est que les habitants s'emparent des problématiques du territoire. Voilà, nous nous emparons de ces problématiques avec le regard des habitants et de la société civile. Et forcément, parmi les différents projets importants, celui de l'élargissement de l'intercommunalité, ce sera même une obligation. Il faudra que toutes les agglomérations, dont Saint-Quentin-en-Yvelines, comptent plus d'habitants à l'avenir. Là aussi, on va repréciser un peu le cadre légal, ce qui attend les agglomérations. Oui, alors, donc ceci vient de la loi sur les métropoles, là, du début d'année 2014, qui prévoit d'une part la constitution de la métropole du Grand Paris, sur Paris et les 3 départements de Petite Couronne. Et puis pour la Grande Couronne, les intercommunalités ont l'obligation d'avoir un minimum d'habitants de 200 000 habitants. Comme Saint-Quentin-en-Yvelines est à 150 000 à peu près, donc la question de l'élargissement de Saint-Quentin-en-Yvelines est posée par la loi. C'est une obligation. Donc à partir de là, la question, d'une part, il y a une commission régionale constituée d'élus qui se prononce. C'est le préfet préfet de région qui fait des propositions. Cette commission régionale constituée d'élus donnera son avis, fait éventuellement des contre-propositions et le préfet tranchera en dernier ressort courant 2015. Et alors, on va dire en milieu d'année 2015. Et vous, à votre échelle au CODESCI, comment vous avez débattu de cette problématique ? Disons que nous avons essayé d'analyser le pour et le contre de cet grand élargissement. Mais déjà, en 2011, nous avions donné un avis comme quoi il fallait que l'agglomération de Saint-Quentin s'agrandisse. À l'époque, il s'agissait de s'agrandir au minimum avec Maurepas-Coignères et éventuellement aller un peu plus loin sur Plaisir, les Clés. Donc aujourd'hui, nous avons essayé d'avancer un peu sur plutôt que de regarder la demande en tant qu'agrandissement, mais plutôt vers le côté projet. Quel est le projet pour une agglomération plus importante? Donc 200 000, on reprendrait au moins en partie en améliorant le projet actuel pour Saint-Quentin. S'il faut aller au-delà, donc quelles sont les hypothèses avancées par les élus pour amener un projet pour les habitants? Et les conclusions seront rendues demain lors des 11e rencontres élus CODESCI, rencontre donc entre vos membres et également entre les élus. Vous allez les interpeller sur vos propositions, votre proposition. Vous n'allez pas nous la donner aujourd'hui, j'imagine, mais je vais quand même vous poser la question. Quelle serait l'agglomération idéale alors au sein du CODESCI? Sur quel consensus êtes-vous arrivé? C'est me demander la réponse. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous raisonnons projet de territoire, comme vient de le dire Henri Vessarossi. Nous avons des territoires à l'échelle de Saint-Quentin élargi, d'un bassin de vie. Donc quel projet pour ce territoire? Il y a un grand projet à l'échelle du plateau de Saclay depuis plusieurs années autour de l'opération d'intérêt national et de l'opération donc de développement d'un cluster scientifique et technologique sur le plateau de Saclay. Donc ça c'est un autre projet à plus large échelle. Donc la question que nous avons débattue, c'est comment organiser ce territoire, quoi. Voilà. Donc là, je vous en dis pas plus. Je vous ai fait la bande-annonce. Sur la question d'une agglomération, d'une super agglomération de 800 000 habitants, c'était le seuil proposé par le préfet de région il y a quelques temps. Tous les élus se sont prononcés contre. Vous allez dans ce sens-là aussi. 800 000 habitants, ça vous semble surréaliste? Disons que c'est une échelle pour le projet de Paris-Saclay, on va dire. Maintenant, savoir si c'est une échelle pour un établissement, enfin pour gérer les services de proximité, c'est une autre question, effectivement. Parce qu'il y a un véritable enjeu derrière tout ça. Il faut que tout le monde arrive à fonctionner. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais qu'est-ce qui va changer avec une agglomération plus grande? Qu'est-ce qui pourrait changer? Alors, faire une intercommunalité de 800 000 habitants, ça veut dire mettre autour de la table du conseil communautaire des représentants des 58 communes. Donc ça fait un conseil communautaire qui va faire 100 ou 120 personnes à peu près. Nous avons des gens de Versailles, des différentes communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Massy, de Palaiseau. Donc la question est de savoir pour gérer quel projet ce conseil communautaire, quoi, voilà.
Une agglomération. Sachant qu'à cette échelle-là, les questions qui se posent, c'est essentiellement des questions de développement économique, de développement du cluster, donc de l'aspect scientifique, développement donc de la relation entre les établissements scientifiques de recherche, enfin d'enseignement supérieur et de recherche, et les industries. Et puis une question de transport pour traverser le plateau, des questions de coordination de l'urbanisme. Voilà, ça c'est des questions principales qui se posent à ces échelles selon nous, quoi. L'avenir de l'agglomération, il faut s'en inquiéter de ce que pourrait devenir l'agglomération, comment se mobiliser autour de ces questions-là lorsqu'on est simple habitant de Saint-Quentin en Yvelines. S'en inquiéter, je ne pense pas. Se poser la question quel avenir pour Saint-Quentin en Yvelines, c'est pour moi principalement le débat de demain entre le Codeski et les élus, de façon à ce que ça tourne autour d'un projet et non pas d'un rassemblement d'agglomération, de faire en sorte d'agglomérer, excusez-moi du terme, quelque chose qui n'aura pour moi pas de tête. C'est l'un des gros points. Si 800 000 habitants, en donnant les moyens de réaliser un projet pour tous les habitants concernés, peut-être. Par contre, aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas de transport pour aller de l'Est à l'Ouest. Ça nécessiterait beaucoup d'investissements aussi, énormément d'investissements pour que ça fonctionne. Oui. Voilà. Aujourd'hui, quand on regarde les investissements, on commence par ce qui est un bon début, par tout ce qui est grandes écoles autour de Saclay. Mais pour nous, sous Saint-Quentinois, on n'a aucune notion de ce qui va se passer pour nous. Et ça doit passer par une explication entre les élus et nous. Oui, nous avons, je vous disais que nous partons des territoires, nous avons analysé un peu quelle est la vie des habitants, en fait. Simplement, en termes de déplacement, la communauté d'agglomération a fait un plan local de déplacement, et pour ce faire, il y a eu une analyse très précise de l'ensemble des déplacements des Saint-Quentinois. On s'aperçoit quand même que la quasi-totalité des déplacements des Saint-Quentinois se passe à l'intérieur des frontières de Saint-Quentin en Yvelines, pour tout ce qui est la vie quotidienne. Pour les déplacements domicile-travail, qui sont à plus longue échéance, les Saint-Quentinois travaillent aussi bien à Paris, à la Défense qu'à Saint-Quentin. Il y a quand même à peu près 50%, ou un tout petit peu moins de 50% des Saint-Quentinois qui travaillent à Saint-Quentin. Voilà, donc tout ceci fait un bassin de vie selon nous. Voilà, donc à partir de là, il faut s'organiser pour gérer tous les services qui dépendent de ce bassin de vie. Et ce sera le sens de votre réflexion qui sera présentée aux élus demain lors des 11e rencontres. Donc élus Codeski autour de cet agrandissement, élargissement de l'agglomération de Saint-Quentin. Une dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que le Codeski est entendu? On le rappelle, c'est des conseils que vous donnez, ce sont des lignes directrices que vous souhaiteriez, mais... Après, est-ce que vous êtes entendu, est-ce que vous êtes écouté avec le recul et un peu d'expérience? Nous, on est là pour fournir des avis, pour nourrir la réflexion des élus. À partir du moment où les élus nous répondent en disant j'ai lu votre avis, effectivement, il y a des choses intéressantes, on considère qu'on a atteint. Mais après, ça peut s'arrêter là, il faut derrière voir. On n'est pas non plus un groupe de pression. Voilà, donc il faut qu'on reste dans notre rôle. Bon, ceci étant, il se trouve qu'on converge sur beaucoup de sujets avec les réflexions des élus. On apporte éventuellement quelques inflexions, quelques idées supplémentaires, mais globalement, on est largement dans le consensus, il faut bien le dire. Merci à tous les deux d'être venus donc en plateau aujourd'hui. Nous poursuivons ce journal avant de passer à l'essentiel de la semaine dans la seconde partie des tours par cette initiative baptisée Clic Citoyen. C'est un concept innovant qui n'existe pour le moment nulle part ailleurs. C'est la première loterie solidaire entièrement gratuite à avoir été lancée sur Internet. 2 Yvelinois en sont à l'origine. Yolène Torres. Clic Citoyen, la première loterie solidaire, sociale et gratuite. C'est l'idée de ces 2 Yvelinois. Leur site permet, en visionnant 30 secondes d'une publicité, de donner de l'argent à une association et en même temps de tenter sa chance à la loterie. Principe numéro 1, choisir le projet humanitaire qu'on souhaite soutenir et dont on va pouvoir suivre l'évolution concrète. Notre site en fait permet de visionner l'évolution du projet et vous savez où votre don est passé. Principe numéro 2, offrir 30 secondes de son temps, gratuitement, et visionner une publicité qu'on choisit selon ses centres d'intérêt et qui ne s'impose pas. Attention, dès la fin de la publicité, vous avez 4 secondes pour valider votre don. Là, c'est surtout pour les annonceurs de leur promettre que l'utilisateur qui a sélectionné leur pub l'a regardé du début à la fin. Dès que votre clic est validé, vous faites partie des gagnants potentiels de la loterie organisée chaque mois.
Grâce au montant collecté lors du visionnage de la publicité, vous avez fait augmenter la cagnotte de cette loterie et l'autre moitié est reversée au projet humanitaire. Actuellement, les deux amis démarchent les annonceurs qui restent plutôt hésitants face à ce tout nouveau concept. Ils le répètent, un concept où tout le monde est gagnant. À long terme, ils souhaitent même développer cette loterie au niveau mondial. On a déjà traduit le site en plusieurs langues, donc il était déjà disponible. On ne l'a pas encore mis en place parce qu'on voulait vraiment lancer le projet en France, mais on a déjà quelques contacts en Espagne et en Angleterre. Seule condition pour s'inscrire, être majeur et ne participer qu'à une seule loterie par personne et par mois. Les inscriptions peuvent aussi se faire via les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook. L'essentiel de la semaine à présent, comme chaque vendredi, et côté justice, la Cour d'appel de Versailles qui a rejeté jeudi la demande de remise en liberté de la vedette de télé-réalité Nabila, soupçonnée d'avoir poignardé son compagnon Thomas Vergara. L'audience s'est déroulée tôt dans la matinée devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Versailles. Nabila reste donc incarcérée dans le quartier pour femmes de la maison d'arrêt de Versailles, la justice voulant l'empêcher de rentrer en contact avec la victime. Et sans aucune transition, il fait bon vivre dans les Yvelines. C'est en tout cas ce qu'annonçait l'INSEE ce lundi. 262 communes pour plus d'1,4 million habitants. Le département est le 8e plus peuplé de France. Et avec ses 80% d'espaces verts, il serait donc l'un des endroits où l'on vit le mieux dans l'Hexagone. Les Yvelines, premier département pour le nombre de salariés en emploi stable. Plus de la moitié des jeunes de 20 ans ou plus ont le bac. 99,9% de la population a accès à un médecin en moins de 10 minutes. Un bémol cependant, le logement, près de 12% de la population vit dans une habitation en situation de suroccupation. Mais le plus simple pour savoir s'il fait vraiment bon vivre dans les Yvelines, c'est encore de vous demander votre avis. Micro-trottoir. Oui, il fait bon vivre, juste de gros problèmes de circulation, c'est tout. Pas assez de trains, du coup il faut prendre l'autobus, les gares, les billets sont très chers. C'est entre, on va dire, mi-ville, mi-campagne, donc c'est surtout ça qui est génial, quoi. La vie dans les Yvelines, c'est bien. On est dans le calme, on est bien entouré, on a tout ce qu'il faut. Et on est près de Paris. Oui, c'est plutôt un département agréable. Après, ça manque un petit peu de vie, dans le sens petit café sympa, petit centre-ville. En ville nouvelle, on a tous les équipements nécessaires pour avoir une vie correcte. Tous les commerces de proximité, les équipements sanitaires, les écoles, la faculté. L'actualité de la semaine, c'est aussi le lancement du plan hiver du Conseil général des Yvelines. Pas de neige encore en vue, mais les agents sont déjà mobilisés. Ils sont en astreinte. Détail de ce plan hiver du Conseil général avec Catherine Zulato et Elodie Moine pour les images. Rappelez-vous, hiver 2010, des centaines d'automobilistes bloqués, un enfer que les collectivités n'ont pas vraiment envie de revivre. Le Conseil général a mis en place son plan hiver depuis ce lundi. Centre d'exploitation de Saint-Cyr-l'École, un des 9 sites gérés par le département. Les camions équipés de saleuses sont déjà positionnés. En tout, on a 130 agents qui sont mobilisés et en permanence sur ces 130 agents, on en a une quarantaine qui sont placés sous astreinte. Donc il y a des systèmes de roulement pour les astreintes qui font qu'en permanence, on a une quarantaine d'agents disponibles pour intervenir. Une veille météo est assurée, des renseignements fournis toutes les heures et qui permettent le déclenchement des interventions. Le Conseil général a en charge 1400 km de routes départementales. Bien sûr, on n'intervient pas de la même manière sur toutes les routes. On a ce qu'on appelle un niveau de priorité, un niveau de classement qui est prédéfini. On a des routes de niveau N1 qui correspondent aux itinéraires principaux dans les Yvelines. Donc ça représente à peu près 550 km. Ensuite, on a les routes un petit peu moins importantes, c'est les N2. Et les routes vraiment rurales, les routes secondaires, départementales, c'est le niveau N3. Les axes classés prioritaires doivent être dégagés le plus rapidement, dans les 4 heures au maximum. Le Conseil général intervient donc sur les routes départementales. Les voies communales sont de la responsabilité des villes et l'État gère de son côté les nationales. Des moyens aujourd'hui coordonnés pour être le plus efficace possible. Mais pour les agents d'astreinte, la crainte principale, la neige qui tombe en fin de journée, le conseil est toujours le même. Surtout ne prenez pas votre voiture. S'il se met à neiger le soir, à l'heure de rentrer chez vous, faites en sorte de pouvoir prendre les transports en commun ou si possible de rentrer à pied, mais évitez à tout prix de prendre votre voiture. Vraiment, s'il y a un gros phénomène neigeux, à la limite, il vaut mieux rester à son bureau, rester un petit peu plus tard.
Le département dispose de 25 saleuses et d'un stock de 3800 tonnes de sel, un budget d'achat conséquent de 600 000 €. L'an passé, faute de neige, seulement 150 tonnes ont été consommées. Le sel restant pourra être réutilisé cette année. Le dispositif hiver prend fin au 15 mars. Mais pour l'heure, pas de flocons en vue. Les températures restent douces pour la saison. Il était 5h28 heure française lorsque Tanguy Delamotte est arrivé à Pointe-à-Pitre ce mercredi. Le marin versaillais a bouclé sa deuxième route du Rhum en autant de participation. Une transatlantique qui a aussi permis tout de même de sauver une vingtaine d'enfants. Retour sur l'engagement de ce navigateur au grand cœur avec Anthony Reich. 16 jours, 15 heures et 26 minutes et la fierté de mettre un pied sur la terre guadeloupéenne. Le marin versaillais Tanguy Delamotte boucle sa deuxième route du Rhum avec son nouveau bateau. Pourtant, plus de 2 semaines auparavant, c'était la douche froide alors qu'il était dans le wagon de tête. Tanguy Delamotte est pris dans une violente perturbation. Le système de safran d'Initiative Cœur est brisé. Retour à la case départ pour réparer l'avarie. Après 24 heures de remise en état, le marin versaillais peut repartir mais il doit oublier le classement général. Désormais, l'essentiel est ailleurs. Car encore une fois, au-delà de la compétition, la traversée du skipper d'Initiative Cœur était une aventure humaine. Sa persévérance, après son avarie en début de course et les 240 000 clics sur Internet, vont permettre à 20 enfants de se faire opérer du cœur grâce à mécénat chirurgie cardiaque. Autant que lors du Vendée Globe 2012, mais en 3 fois moins de temps. Dans sa catégorie IMOCA, il se retrouve à la lutte pour la dernière place avec le seul concurrent encore en mer, l'Italien Alessandro Di Benedetto, comme lors du Vendée Globe 2012. Finalement, Tanguy Delamotte franchit la ligne d'arrivée de cette route du Rhum 2014 à 5h28 ce mercredi matin. Il sera dernier au classement général, mais grand vainqueur pour ses 20 enfants. La suite de ce journal, c'est avec cette manifestation prévue dimanche 23 novembre à Versailles, à l'appel de plusieurs associations, notamment les associations familiales de France. Une manifestation qui vise la réforme des allocations envisagées par le gouvernement. Sont attendues entre 2000 et 5000 personnes. Mélanie Poquet a interrogé l'un des organisateurs du mouvement. Depuis quelque temps, le gouvernement ne cesse de prendre des mesures qui pénalisent les familles. Réduction du congé parental ou plafonnement du quotient familial, allocation familiale sous condition de ressources, avec abandon du principe d'universalité, etc. Si vous prenez une famille, 2 familles, à revenu égal, l'une avec des enfants et l'autre sans enfants, eh bien, la famille avec enfants est pénalisée par rapport à la famille sans enfants à revenu égal. Et ça, c'est pas acceptable. C'est de la discrimination contre ceux qui ont des enfants. C'est de la contre-productivité parce que ceux qui ont des enfants préparent la retraite des autres. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end. Rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine d'actualité locale dès 18h pour le direct. Et nous reviendrons notamment sur ce rassemblement qui se déroule vendredi soir à La Verrière. Un rassemblement pour le retour à la tranquillité publique dans le quartier de la Gare et d'Orly Park. La population et la mairie contre les dégradations, violences et trafics. Il sera aussi question dans l'édition de lundi de l'ouverture des Restos du Cœur. 130 millions de repas servis l'an dernier à plus d'1 million de personnes et ce triste record qui devrait une nouvelle fois être battu.